Nous sommes au complet. Je vous propose de démarrer. Bonjour à tous vous ici présents, et surtout bonjour à tous vous qui nous suivez en ligne. Nous en sommes à la 22e rencontre de ce festival que nous avons débuté lundi dernier et qui vise à interroger les nouveaux métiers de la ville et des territoires, villes et territoires à la croisée des grands enjeux de transformation énergétique, écologique, des nouvelles technologies, en particulier du digital, mais aussi des attentes plus peut-être politiques et sociales, notamment sur les sujets de participation. C'est l'ensemble de ces enjeux que nous avons regardé au cours de ces au cours de cette trentaine d'événements qui réunit une centaine d'intervenants. Je suis Julien Villalongue, je suis directeur de Léonard et je vais animer cette table ronde que nous avons choisi de consacrer aux énergies renouvelables, avec un focus qui sera fait également sur le sujet de l'hydrogène, sujet d'actualité. Et donc nous avons voulu interroger plusieurs acteurs et plusieurs observateurs de ces sujets. Les révolutions énergétiques structurent les évolutions des villes, des territoires. Le pétrole structure a beaucoup structuré le développement des villes et notamment de la mobilité automobile. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une crise écologique importante, un impératif de transition sur ces sujets énergétiques. Et nous avons voulu interroger le rôle de ces nouvelles énergies dans ces développements et comment elles vont pouvoir structurer l'ensemble des modes de vie et des mouvements dans ces territoires. Alors, avant de présenter les intervenants et cette table ronde, je vous précise que à l'issue de nos premiers échanges, nous aurons un jeu de questions-réponses, alors bien sûr avec vous ici présents, mais surtout avec vous à distance. Vous pouvez poser vos questions dans le chat qui doit s'afficher sur la partie droite de votre écran et je me ferai le porte-voix de vos interrogations. Donc n'hésitez pas à échanger vos commentaires, vos réactions dans ce chat. Je vais présenter l'ensemble de nos intervenants qui sont présents avec nous ce midi. Michel Delpont, vous êtes député de la 2e circonscription de la Dordogne. Vous êtes membre de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale, commission de développement durable et de l'aménagement du territoire. Et vous êtes en particulier président du groupe d'études sur l'hydrogène. Et je précise que vous êtes membre du groupe La République en marche. À côté de vous, Gabriel Gauthier, vous êtes Senior Vice President, c'est comme ça qu'on dit, sur les sujets des métiers de la neutralité carbone au sein du groupe Total. Vous me direz ce qu'il recouvre tout à l'heure. Et je précise qu'auparavant, entre 2015 et 2019, vous avez été directrice des investissements et du développement local de la Caisse des dépôts et consignations. Pierre-Étienne Franck, bonjour, vous êtes vice-président d'Air Liquide en charge du sujet hydrogène. Ça va être un des sujets de notre table ronde. Et vous êtes également secrétaire de l'Hydrogen Council. C'est une initiative qui rassemble plusieurs acteurs industriels sur les sujets de long terme, les ambitions de long terme sur les sujets d'hydrogène. Et dernier intervenant, Maxime Varin, bonjour, vous êtes fondateur de SunMine. Vous nous direz ce que c'est. Alors Sun, on peut commencer à percevoir les sujets photovoltaïques, on en parlera tout à l'heure. Alors peut-être pour commencer cette table ronde et l'actualité nous y invitant, peut-être une question pour vous, Pierre-Étienne Franck. On voit se multiplier des plans d'investissement sur les sujets hydrogène. La France a annoncé le sien, juste précédé par celui de l'Allemagne. Beaucoup d'acteurs se positionnent. Vous-même, je crois que vous avez inauguré cet été une centrale, une station haute pression hydrogène. Et quand on lit un peu l'histoire d'Air Liquide, on apprend que globalement, vous considérez que ça fait 50 ans que vous maîtrisez ces sujets. Alors pourquoi ça revient, ce sujet, aujourd'hui? Pourquoi on redécouvre cette thématique et qu'est-ce qui fait l'actualité du sujet hydrogène? Alors, ça fait pas 50 ans qu'on les maîtrise, mais on a commencé à y travailler il y a 50 ans, mais à l'époque, c'était pour servir les besoins de l'industrie spatiale qui finalement a été la première industrie à utiliser l'hydrogène comme un combustible, comme un outil de propulsion, puisque la fusée Ariane, elle est propulsée par un mélange d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide.
Mais depuis, l'hydrogène s'est développé et est utilisé dans de nombreuses industries, à commencer par l'industrie du pétrole, du raffinage et de la chimie. Simplement, il est utilisé comme une molécule classique parmi d'autres, mais n'avait pas été regardé comme un vecteur possible de la transition énergétique. Et ce qui fait que les choses s'accélèrent maintenant, ça fait une quinzaine d'années que beaucoup de gens ont travaillé dessus, mais elles s'accélèrent maintenant, c'est que on a quelque part accompli une première partie de la transition qui est d'essayer de démontrer qu'on peut faire de la production d'énergie primaire à base d'énergie renouvelable, qu'on commence à avoir des coûts compétitifs, et que maintenant le sujet c'est de décarboner tous les secteurs aval. Donc l'industrie lourde, les transports. Pour les secteurs aval, c'est l'usage. Voilà, l'usage de cette énergie. Donc les transports, l'industrie lourde, les secteurs résidentiels. Et dans ces secteurs aval, dans les transports, on voit la batterie permet de régler une partie des besoins des transports, mais pas tous. Dès qu'on arrive sur des mobilités intensives et lourdes, dès qu'on est sur des secteurs industriels très lourds qui consomment beaucoup de chaleur, en fait, on n'a pas tellement d'autres méthodes pour décarboner que de repasser par de l'hydrogène. Et donc, c'est pour ça que on arrive sur les besoins d'accélérer la capacité à faire de l'hydrogène. Alors, il y a plein de sujets, il faut le faire propre, parce que c'est une énergie secondaire. Ce n'est pas une énergie primaire, hein, c'est une molécule qu'on trouve essentiellement. On ne retrouve pas d'hydrogène dans la nature. Très peu. Très peu. Il y a des endroits où il y en a un peu, mais enfin, fondamentalement, c'est une molécule qui n'aime pas être seule. Elle est combinée avec l'oxygène dans l'eau et elle est combinée avec le carbone dans les hydrocarbures. Donc, c'est une énergie secondaire. Mais du coup, pour les acteurs du pétrole et du oil and gas, c'est un moyen de continuer à faire de l'énergie fossile, mais en enlevant le carbone. Parce que quand j'ai enlevé le carbone de l'énergie fossile par le carbone capture, j'ai de l'hydrogène. Et pour les gens du monde de utilities qui font du renouvelable, c'est un moyen de rajouter de la valeur à leur électron en transformant cette énergie renouvelable en hydrogène que je puis ensuite réutiliser dans l'industrie, dans les transports, etc. On va pas faire toute l'histoire. On reviendra un peu du coup. C'est pour ça que ça bouge maintenant. C'est parce que maintenant on a compris que c'était nécessaire. D'accord. Et justement, ça intéresse aussi à la représentation nationale. Donc vous avez monté, monsieur le député, ce groupe d'études sur l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur les travaux de ce groupe et peut-être réagir aussi aux différentes annonces qu'il y a pu avoir sur les plans de développement en France en particulier, mais aussi peut-être dans d'autres pays européens? Bonjour à tous. Effectivement, je m'intéresse à l'hydrogène depuis que je suis élu député, ça fait 3 ans. Au tout début, on me considérait un peu comme un rêveur, un doux rêveur, sachant que l'hydrogène existait en hydrogène gris, ça vient d'être expliqué par Pierre-Étienne, mais pas véritablement encore comme hydrogène vert, puisque les coûts étaient trop élevés. Alors, j'ai toujours considéré que pour la transition énergétique, c'était le meilleur vecteur qui permettait de verdir l'économie. Et en l'occurrence, avec 3 dates butoirs que nous avons respectées, qui ont été votées, la fin des moteurs thermiques en 2040. Donc 2040, on n'a plus le droit de vendre de moteurs techniques, de moteurs thermiques. La baisse de 50% du nucléaire également en 2040. Et la neutralité carbone en 2050. Ça, c'est voté également par l'Europe. Alors, à ce niveau, j'ai souhaité créer un groupe d'études à l'Assemblée nationale. Ça a été assez long, d'ailleurs. J'ai mis presque 1 an pour pouvoir le créer. Et ensuite, travailler avec les ministres de l'économie, de la transition écologique. Et c'est là que j'avais lancé une première question au gouvernement en mai 2018. Et on avait fait un premier plan hydrogène le 1er juin 2018 avec les 100 millions d'euros. Quand on voit le chemin parcouru aujourd'hui, puisque le budget qui a été voté, qui a été proposé par le plan de relance est de 7,2 milliards d'ici 2030, donc 2 milliards sur 2021 et 2022. Alors pourquoi? En fait, on a fait tout un travail d'audition des entreprises, de la filière hydrogène, avec l'aide aussi de la FIPAC et l'interprofession des acteurs de l'hydrogène. Et on a réussi à convaincre les politiques et les principaux acteurs de la filière également, comme Air Liquide, comme Forestia qui s'est associé avec Michelin, ou EDF, Total, etc. J'en passe. On est arrivé, il y a eu ces créations de co-entreprises, c'était ça en 2019, c'était important. Ça donnait déjà un premier fléchage.
grâce d'ailleurs à ce premier plan, qui que je considérais comme insuffisant, parce que moi j'avais demandé 1 milliard d'euros, et à l'époque c'était 5 millions, c'est quand même pas pareil. Là, vous avez obtenu 7,8. Donc Voilà, là c'est fait. pas mal maintenant. Ça c'est fait. Alors effectivement, l'effet Covid a joué quelque part. Toutefois, le gouvernement, en l'occurrence même le président de la République, Emmanuel Macron, avait compris l'importance de l'hydrogène dès le début de l'année, ainsi que d'ailleurs Bruno Le Maire qui en avait parlé. On avait fait d'ailleurs une réunion chez vous le 6 décembre dernier, qui avait été importante, qui avait marqué un peu ce virage. Et donc, avant le Covid, ils avaient annoncé que l'hydrogène serait dans le pacte productif de la France au mois de mars. Sauf qu'après, il y a eu, vous connaissez la suite, il y a eu le Covid, et in fine, l'hydrogène s'est retrouvé au cœur du plan de relance. Ils ont considéré que c'était véritablement un vecteur important pour une nouvelle économie, pour une révolution industrielle, une nouvelle révolution industrielle. C'est ce que j'attendais, et je m'en réjouis bien sûr, puisque maintenant, avec ce budget, on va pouvoir construire cette nouvelle économie verte. Justement, vous avez cité le terme industrie. On reste quand même dans des processus industriels. Avant de passer la parole à Gabriel Gauthier, peut-être Pierre-Étienne Franc, c'est quoi les principaux défis techniques qui sont devant nous sur ce sujet? Ça nous intéresse aussi. Et c'est quoi vos anticipations? C'est une question aussi pour le reste des panélistes. C'est quoi vos anticipations en termes de besoin d'infrastructure? Est-ce qu'on a besoin d'infrastructures pour continuer à développer, pour être au rendez-vous de cette ambition qui était dessiné par monsieur le député? Alors, produire de l'hydrogène, c'est pas un sujet très compliqué aujourd'hui, puisque c'est déjà fait de manière très abondante. Par contre, le produire de manière décarbonée ou propre, donc soit par électrolyse de l'eau, soit en capturant le CO2 qu'on a émis quand on l'utilise quand on le fait à base de gaz naturel. Aujourd'hui, c'est 90% de production assez carbonée. 95%. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est pas cher, c'est efficace, mais ça émet du CO2. Ça en émet moins si je produis l'hydrogène et qu'ensuite je mets dans une pile à combustible pour alimenter une voiture électrique que si j'avais une voiture diesel ou essence, mais ça en émet quand même trop. Donc, défi technique, faire de l'hydrogène vert, donc à base d'électrolyse, pas cher et de manière fiable. Ça, c'est un gros enjeu. C'est pour ça que le gouvernement et tous les grands gouvernements des pays d'Europe mettent un peu le paquet là-dessus pour essayer de favoriser des productions à l'échelle d'électrolyseurs de très grosse taille. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est toute la supply chain pour ramener cet hydrogène de manière compétitive et efficace au point d'utilisation. Donc là, il y a des réseaux de canalisation qui existent, on peut les poursuivre. Il y a les fournitures en base gaz, et puis il y a le liquide. L'hydrogène a une très très bonne densité lorsqu'il est liquéfié, mais la liquéfaction de l'hydrogène, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que de liquéfier même du gaz naturel. Donc là, il se trouve qu'on est quelques acteurs à maîtriser ça à peu près, notamment européens, mais il faut massifier l'usage, s'assurer que ce soit maîtrisé pour stocker de l'hydrogène liquide dans des stations-service et ensuite le distribuer. Et puis bien sûr, si on regarde l'enjeu dans les transports, pour que les transports fonctionnent à l'hydrogène, il faut des stations. Donc il faut construire progressivement, par capillarité, des réseaux qui vont être chargés rapidement et qui seront rentables. Mais la différence avec la batterie, c'est que dans le domaine de la batterie, vous avez une sorte de sentiment que c'est facile parce que vous pouvez quelque part mettre la prise de courant de la voiture dans une prise de courant sur le réseau électrique, et donc au début, ça ne se voit pas. Simplement, les batteries, plus vous avez de voitures en circulation, plus vous allez tirer sur le réseau, plus vous allez devoir mettre de bornes de recharge, et plus ça va devenir cher. Donc il y a une sorte de montée en puissance du coût de l'infrastructure en batterie qui est linéaire. En hydrogène, c'est l'inverse. Il faut d'abord faire le réseau, donc ça coûte cher, parce que faut mettre 1000 stations-service en France. Si on voulait faire un réseau pour le retail, pour le consommateur classique, 1 milliard. Bon, et c'est pas chargé tant qu'il n'y a pas des voitures. Mais si vous n'avez pas le réseau, il n'y a pas de voiture. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en se mettant en JV avec d'autres acteurs comme Total en Allemagne, où on met ensemble les grands acteurs et on essaye de construire des débuts de réseau qui vont surtout attaquer les flottes captives, les flottes de bus, les flottes de camions, parce que ces flottes-là sont plus intensives, elles consomment plus d'hydrogène, elles chargent plus vite les stations et on les rend plus rapidement rentables. Ce challenge-là ne sera réglé de manière intelligente que s'il est géré au niveau européen, mais avec un fort soutien des pouvoirs publics pour qu'on puisse déployer ces mailles de réseau qui sont essentielles.
on reviendra tout à l'heure sur les pouvoirs publics. Peut-être, Gabriel Goutet, vous faire réagir sur ce sujet de l'hydrogène. On parle de processus industriel, de supply chain, de points de livraison, de stations. Ça ressemble pas mal à ce que, historiquement, Total fait. Comment ça s'intègre, l'hydrogène, justement, dans votre stratégie de développement? Ça s'intègre d'abord dans la stratégie de prendre en compte le climat et de décarboner également nos propres installations, en numéro 1. Bon, le climat, c'est pas nice to have au Total, c'est existentiel. Hein. Donc, parce que et on sait qu'on est engagé dans un shift. On en parlera peut-être plus globalement après vers la neutralité carbone. C'est pas nice to have, hein, parce que quelques ONG hurlent un peu fort. C'est parce que les investisseurs, les pouvoirs publics, les consommateurs, et donc on est embarqué dans ce shift vers à la fois la réduction de parce que les émissions, c'est à la fois 50%, ça vient des usages, transport, industrie, immobilier, et ça vient de la production de la fourniture d'énergie à 80% voilà, carbonée. Donc nous, on est embarqué dans un mouvement massif de shift vers, je dirais pas l'après-pétrole, parce que je pense que malheureusement, on en aura encore besoin pendant très longtemps, voilà. Mais en tout cas, de décarbonation de notre mix énergétique. Et alors, l'hydrogène en particulier, ça fait partie de la décarbonation également de notre propre scope, puisqu'on est un des gros utilisateurs depuis des années d'hydrogène, parce qu'il y a encore plus de 80-90% des usages aujourd'hui du besoin, c'est un besoin industriel, hein, l'hydrogène. On voit tout de suite mobilité, mais mobilité, c'est pas tout seul. Enfin, en termes de masse, c'est pas tout de suite, même si nous aussi on est très intéressés par la mobilité. C'est en numéro 1 la décarbonation de nos propres feedstocks, donc de ce que nous consommons, en particulier donc nos raffineries. Donc on est un gros off-taker, aujourd'hui d'hydrogène gris et demain d'hydrogène bleu et vert. Donc, ce qu'on appelle l'hydrogène gris, c'est l'hydrogène qu'on produit à partir de sources carbonées. Produit à partir de sources carbonées, comme disait Pierre-Étienne, à partir de gaz naturel. Moi, effectivement, dans mes attributions, j'ai déjà la décarbonation, réduction du scope 1 et 2 de Total. Donc vos émissions propres, c'est ça, le scope 1 et 2. De nos émissions propres et de celle de la fourniture de nos usines. Voilà. Donc, décarboner nos raffineries, décarboner l'hydrogène. Comme je vous dis, on est un gros utilisateur, un gros producteur également d'hydrogène fatal, souvent, qu'on ne valorise pas. Voilà. Donc, la décarbonation. Deuxièmement, on est engagé dans un mouvement, comme je vous dis, de mix, et on devient un très gros producteur d'énergie renouvelable. Et effectivement, l'hydrogène et les énergies renouvelables sont des très bons amis. On va certainement en parler. Vous voyez qu'on a annoncé 25 gigawatts. Oui. Expliquez-nous pourquoi ça marche bien, ce sujet hydrogène renouvelable. Parce que l'hydrogène vert, parce que on a besoin pour tout un tas d'usages. En fait, les énergies renouvelables sont formidables. Simplement, elles ont deux défauts. C'est leur intermittence, notamment pour des processus qui ont besoin d'un peu de continuité. Et deuxièmement, comme le disait Pierre-Étienne, c'est le transport. C'est-à-dire que y a une saturation à certains moments du réseau. Donc, c'est cette intermittence. Les réseaux de transport seront par moment pas suffisants pour accommoder le trop-plein, peut-être, à un moment donné, d'énergie renouvelable. Donc, on a besoin d'hydrogène comme stockage et comme buffer, en fait, de cette production. Et deuxièmement, effectivement, une fois qu'on a annoncé qu'on a une ambition de 25 gigawatts en 2025, voire plus après, à la fois dans le solaire, l'éolien et l'éolien offshore. Dans l'éolien offshore, il y a des sujets et le transport en fait d'hydrogène est parfois plus facile que le transport d'électrons. Il est 15 fois moins cher, etc. Voilà, quand on a la taille. Donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle on est très intéressé par l'hydrogène, c'est que c'est des très bons cousins germains de notre ambition renouvelable. Et puis enfin, on est quand même très impliqué dans la mobilité. Et comme le disait Pierre-Étienne, on est partenaire d'un certain nombre d'initiatives, notamment en Allemagne. Donc, on est intéressé par distribuer cet hydrogène. Donc là, on parle vraiment des clients finaux. Voilà, des clients eux-mêmes, surtout les heavy-duty trucks. Et voilà, on est après intéressé par également la décarbonation de notre scope 3, de ce qu'on fournit à nos clients, et donc aider nos clients à se décarboner avec, que ce soit dans l'aviation, dans le maritime, et l'hydrogène ou l'ammoniac peuvent être un des sujets. Voilà toutes les raisons pour lesquelles Total s'intéresse à l'hydrogène.
On reviendra sur vos éléments de stratégie. Peut-être pour compléter le tour de table, on a beaucoup parlé d'énergie renouvelable. Alors, on va mettre un peu de soleil dans ce panorama. Alors, vous avez choisi, Maxime, de vous concentrer sur le sujet photovoltaïque. Alors, peut-être nous expliquer pourquoi ce segment vous paraît plus attractif que d'autres sujets. Et vous avez monté donc une proposition de valeur, peut-être nous dire un petit peu comment vous apportez de la valeur à vos clients et comment vous arrivez à accélérer peut-être le développement de ces énergies renouvelables dont on voit bien l'interaction avec l'hydrogène. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais juste rappeler quelques chiffres. En 2010, il y avait 40 gigawatts crête d'installations solaires dans le monde. Et en 2019, on a fini l'année avec 650 gigawatts crête de capacité installée. Donc, une multiplication par 16 en l'espace de 10 ans. Et ça a été rendu possible sur ces premières installations grâce à une volonté politique. Il y a eu une mise en place de tarifs de rachat subventionnés d'électricité, ce qui a permis l'essor du solaire. Cet essor du solaire s'accompagnait d'une structuration de l'industrie de la production des modules photovoltaïques, ce qui a généré des économies d'échelle colossales. Il faut savoir que les modules photovoltaïques, en effet, mais aujourd'hui, ils coûtent 90% moins cher que ce que l'on payait en 2010. Et c'est ça qui rend aujourd'hui l'énergie solaire compétitive. On est en train d'atteindre dans beaucoup de pays la parité réseau, c'est-à-dire le prix de l'énergie solaire est compétitif avec le prix de l'électricité sur les marchés de gros. Et ça va donner un nouvel élan à cette industrie solaire. On regarde toutes les statistiques de toutes les agences, tout le monde s'attend à une très forte croissance de l'énergie solaire photovoltaïque. Shell, par exemple, dans son scénario Sky, anticipe que le solaire pourra atteindre 50% du mix énergétique mondial d'ici 2050. Donc, voilà, c'est vraiment une industrie qui va croître. Si on regarde à plus court terme, l'Agence internationale de l'énergie, dans son dernier rapport, estime que on va installer 700 gigawatts crête d'énergie solaire dans les 4 prochaines années. Autrement dit, on va déployer plus de centrales solaires dans les 4 prochaines années que ce que l'on a fait au cours des 20 dernières années. Cette croissance, par quoi elle va se matérialiser, toujours le même rapport, estime que 75% de cette croissance du solaire photovoltaïque va avoir lieu au sein du solaire décentralisé, c'est-à-dire des centrales de taille moyenne installées sur les toitures, sur les parkings des bâtiments. Et il y a un nouveau vecteur qui va alimenter cette croissance, c'est l'autoconsommation, c'est le fait de consommer directement cette électricité qui est devenue très compétitive. Et ben ça tombe bien parce que le cœur de métier de Sunmine, c'est l'autoconsommation solaire à destination des industriels. Donc vous concevez ces petites centrales nucléaires solaires, pardon, à destination de vos clients. Comment ça leur permet d'accélérer justement le développement de cette autoconsommation d'énergie renouvelable? Ouais, non, tout à fait. Notre mission, nous, chez Sunmine, c'est de libérer le potentiel solaire des entreprises et des collectivités. Alors ça, c'est le slogan. Ça, c'est notre slogan. Concrètement, ce que l'on fait, c'est on assure la conception, le financement, la construction et la maintenance de centrales solaires que l'on déploie sur leur surface non utilisée, leur toiture ou leur parking, puis on leur met à disposition l'électricité directement à eux, à un tarif qui est compétitif et garanti sur le long terme. Donc, c'est de l'autoconsommation avec tiers financement. Et en fait, on vient leur éliminer tous les freins et on vient porter tous les risques liés à cette installation. On leur dit, nous allons nous occuper du développement, l'obtention des autorisations, la conception de la centrale, son installation, sa maintenance. On va prendre le risque de production de la centrale parce que nous, on est convaincus que le solaire photovoltaïque, c'est pertinent et ça fonctionne. Et ce qu'on va vous demander de faire, c'est uniquement d'acheter l'électron que l'on va produire chez vous à un tarif qui sera garanti sur le long terme. Ainsi, vous aurez de la visibilité sur vos achats d'électricité. Aujourd'hui, il faut savoir que les industriels, ils savent pas à combien ils vont acheter d'électricité dans 5 ans, dans 10 ans, ce qui peut représenter un risque pour eux. Nous, on vient figer ce risque sur une partie de leur achat d'électricité. On parle justement, Monsieur Delpont, de ces énergies renouvelables. On l'a plusieurs fois évoqué. C'est quoi comment vous voyez le lien entre hydrogène et ces énergies renouvelables? Est-ce que l'hydrogène c'est la bonne brique pour continuer à développer ces énergies renouvelables? Oui, effectivement, l'hydrogène va booster les énergies renouvelables pour la bonne raison que nous avons besoin de ces énergies pour créer de l'hydrogène vert. C'est expliqué tout à l'heure, l'hydrogène gris, c'est avec les fossiles. L'hydrogène bleu, on l'appelle encore, c'est bas carbone, on peut le faire aussi avec du nucléaire.
et le vert uniquement avec les ENR. Donc il y a le solaire, l'éolien, la méthanisation, la géothermie et l'hydroélectrique qu'on oublie souvent, mais qui est pourtant une énergie propre. Donc avec ces 5 énergies renouvelables, on peut faire de l'hydrogène. Et c'est ça l'objectif. L'objectif aussi, c'est de ne pas faire l'erreur qu'on a faite sur le solaire, c'est-à-dire d'importer de Chine le matériel. Le plan de relance français d'aujourd'hui, c'est véritablement de fabriquer en France les électrolyseurs. Nous avons de belles entreprises françaises comme McPhy, des piles à combustible, nous avons Symbio, je cite les plus grands, mais il y en aura d'autres, des réservoirs, je cite le plastique Omnium, voilà. Rien que ces 3 segments, vous voyez, ça permet de faire l'hydrogène. Et bien d'autres, comme Engie, qui veut stocker l'hydrogène dans des cavités salines, par exemple. On sait le faire. J'ai visité les cavités salines des Trets, à côté de Bourg-en-Bresse, donc qui sont utilisées actuellement pour du gaz. On va les transformer pour stocker l'hydrogène. Et ce stockage d'hydrogène, c'est très important pour les variations été-hiver. En l'occurrence, c'est la seule énergie qui permet de stocker l'électricité. Parce que le nucléaire, quand on en produit trop, comme ça a été le cas pendant le Covid, 30% de chute de consommation, on ne savait pas quoi en faire. On vend cette électricité à vil prix ou on arrête les réacteurs. Ce qui s'est passé aussi d'ailleurs pour les barrages. Donc ça permettra de stocker cet hydrogène et de le restituer quand il y aura des besoins. Donc voilà, il y a vraiment un lien total avec ces énergies et avec, en l'occurrence, le solaire, qui effectivement sera en pole position, parce que il s'avère qu'en France, c'est peut-être le plus facile à installer. C'est beaucoup plus compliqué pour l'éolien, à cause de nos paysages touristiques. Donc il y aura de l'éolien offshore. Et là, l'entreprise Life, justement, a inauguré la semaine dernière une barge flottante intégrant éolien, solaire et hydrogène du côté de La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne. Voilà un exemple opérationnel d'une entreprise qui a fait le cycle complet de la fabrication de l'hydrogène à partir des ENR. Vous voulez réagir sur ce que dit Michel. Je pense que c'est surtout les énergies renouvelables qui ont besoin de l'hydrogène. Parce qu'en fait, si je monte la part d'énergie renouvelable dans le mix d'un pays, mais que je ne sais pas les utiliser, parce que je ne sais pas les déverser vers ces secteurs aval, parce que la batterie et le réseau électrique ne suffit pas, alors cette énergie est inutile. Donc l'hydrogène permet en fait de les valoriser en les stockant et ensuite en les réutilisant, soit pour des usages dans l'industrie, soit pour des usages dans les transports. Et alors quand vous combinez avec ça, alors je sais qu'il y a plein de débats là-dessus, mais que vous avez en plus un socle nucléaire, vous avez la chance unique d'être dans un pays où vous pouvez faire fonctionner vos électrolyseurs en fait quasiment en base, puisque toute l'offre d'électrons est décarbonée. Alors que dans des pays où vous n'avez que le solaire ou l'éolien et que vous n'arrivez pas à les combiner, vous n'allez tourner que 2 à 3 000 heures par an, et donc vous allez devoir amortir votre équipement sur moins d'heures que si vous fonctionnez toute l'année. Donc sur ce point-là, la France a un avantage compétitif majeur. Ça peut nous permettre d'être leader au niveau européen. Parce que justement, on va faire le trait d'union avec le nucléaire et ensuite vraiment exploiter à fond pour tout ce qui est hydrogène vert. Et en l'occurrence, dans un premier temps, pour les mobilités lourdes, on va commencer comme ça parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, c'est plus facile à décarboner les transports lourds, c'est-à-dire les camions frigo par exemple. Un camion frigo, il faut savoir qu'il y a 2 moteurs. Et le moteur du frigo pollue plus que le moteur du tracteur, parce qu'il n'a pas les mêmes normes. Ou encore les trains à hydrogène. Alstom fabrique des trains déjà, on a livré l'Allemagne. Moi, j'ai été inauguré le premier train il y a déjà 2 ans. Donc, on attend maintenant pour 2022 des trains en France, ce qu'on appelle les trains du quotidien, pour remplacer 2000 locomotives diesel. Donc, c'est un marché énorme. Et donc, alors on parle beaucoup des mobilités, mais il faut pas oublier qu'il y a 3 segments, l'industrie aussi. Donc l'industrie va être obligée de se dépolluer, il y aura des normes qui vont tomber et ils seront obligés de faire comme a fait l'agriculture quand elle est passée au bio ou en train de passer au bio. Ça sera obligatoire. Et troisièmement, ça a été évoqué tout à l'heure, l'habitat, tant pour les chantiers que pour le chauffage, avec des chaudières mixtes. Et je parlais des chantiers parce qu'en fait, il y a un élément
important qu'on peut passer tout de suite à l'hydrogène, ce sont les groupes électrogènes qui polluent beaucoup. Sur les chantiers, on le voit pas, mais ça pollue énormément. Sur les ports, par exemple, c'est les groupes électrogènes qui alimentent les bateaux à quai. Donc tout ça, il va falloir très vite le changer et passer ces appareils qui sont des petits transformateurs qu'on sait faire. Une maison comme Providian de la région de Tours sait le fabriquer. Il exporte déjà. Donc pourquoi pas remplacer très rapidement tous les groupes électrogènes. Voilà un exemple opérationnel. Je vous vois utiliser Gabriel Gauthier, si vous voulez réagir sur ces sujets. Non, je pense que ça. C'est bon, du coup. C'est bon, on est en phase et on accompagnera tout à fait. Ok, très bien. Juste, je reviens vers Maxime rapidement. Après, je reviendrai vers vous sur ce sujet du coup, vous avez besoin d'hydrogène. On apprend ça. Donc, vous allez peut-être nous dire ça. Non, en fait, moi, je me pose une question. C'est vrai que pour avoir de l'hydrogène vert compétitif, il faut avoir une source d'électricité d'origine renouvelable et compétitive. Aujourd'hui, on comprend que l'hydrogène se transporte assez facilement et que l'énergie solaire qui est aujourd'hui la plus compétitive au monde, elle l'est encore plus dans les pays à fort ensoleillement. Donc, est-ce qu'on se dirige vers fait-il du sens de produire de l'énergie dans les pays à faible ensoleillement? Faut-il tout produire dans les pays où il y a un fort ensoleillement, quitte à transporter cet hydrogène ailleurs? Donc là, je m'adresse au panel avec cette question. Vous avez un élément de réponse et aussi sur la compétitivité peut-être. Bah oui, non, c'est the elephant in the room quand même. Hein. C'est que l'hydrogène vert, il est quand même, je sais pas combien de fois plus cher, pas 10 fois plus cher, mais que l'hydrogène gris aujourd'hui et 5 fois plus cher que l'hydrogène bleu. Voilà, et que 80% du coût, effectivement, c'est le coût de l'énergie, renouvelable, notamment dans nos pays développés. Bon, on arrive à les faire chuter, comme nous, on est un gros producteur d'énergie renouvelable dans les pays, effectivement, le Qatar, l'Inde, l'Espagne, et même l'Espagne, où on arrive à atteindre des coûts de production d'énergie renouvelable photovoltaïque beaucoup plus bas, et on vise que chez nous. Bon, il se trouve quand même que le premier projet d'hydrogène vert, on a envie de le faire chez nous, à la MED. Donc, on a besoin de masse, mais c'est une vraie question quand même. Hein. Donc, et les débats, quand on voit nos voisins allemands qui vont dire qu'ils vont importer, ils n'arrêtent pas de faire des partenariats, de tendre la main de l'autre côté en Afrique subsaharienne ou à d'autres pays pour importer de l'hydrogène, en tout cas produire du renouvelable moins cher. Donc alors, est-ce que c'est aussi une question de temps, de masse? Avec l'offshore, on verra, avec l'offshore wind, mais ça va prendre du temps tout ça, parce que le temps de faire baisser à la fois le coût de production et également le coût des électrolyseurs. Entre parenthèses, en faisant attention à ne pas recommencer le coût des panneaux solaires. C'est-à-dire que moi, j'arrive d'une industrie, j'ai passé 20 ans dans l'industrie des télécoms, où le coût des panneaux solaires, je l'ai vu sur les équipements de télécoms. La même chose, les Chinois, il n'existe plus d'industrie européenne des télécoms, il n'existe plus d'industrie européenne du panneau solaire. Est-ce qu'il existera encore une industrie européenne? Et j'espère que oui, parce que cette fois-ci, on ne sera pas le naïf du village global dans les électrolyseurs. Mais bon, c'est une question quand même. Et en général, les Chinois, ils arrivent par l'Afrique. Et je les vois arriver par l'Afrique. Pouf. Même stratégique dans les télécoms. C'est-à-dire qu'on arrive par l'Afrique et on inonde après de nos produits. Bon, ça c'est. Donc, mais il faut également qu'on arrive à massifier et à faire baisser le coût de tout ça. Mais on essaye de le faire et on essaye de trouver les moyens. Bien sûr, il faudra peut-être un peu quelques réglementations. On en parlera peut-être et quelques incentives avec un plan de relance. On dit que l'énergie du solaire est née de contract for difference de long terme. Donc, c'est pas forcément des subventions one shot, mais c'est des mécanismes qui font qu'il y a des aides au rachat de l'acier produit qui utilise de l'hydrogène vert plutôt que de l'hydrogène bleu. T'arrives d'aider ArcelorMittal à acheter, ça peut prendre cette forme-là, des contract for difference ou des systèmes d'incitation long terme. J'aime pas trop les subventions parce que dans une vie antérieure à la Caisse des dépôts, j'ai essayé d'investir l'argent public plutôt que de le dépenser one shot. Donc, et puis de trouver des mécanismes d'incitation long terme plutôt que de subvention one shot. Il en faut néanmoins un petit peu. Je peux vous dire que les premières économiques qu'on fait tourner on est en partenariat parce que tout ça se fait en partenariat avec Air Liquide, avec Engie, on discute tous ensemble parce qu'il faut faire émerger ensemble quand les économiques ne sont pas là. On a un projet à la MED d'hydrogène que l'on veut purement vert. Je peux vous dire qu'on retrousse nos manches pour trouver, pour faire en sorte qu'il vole, mais on a envie de le faire voler.
peut-être qu'on peut donner 2-3 ordres de grandeur très simples aussi pour répondre à votre question. En fait, l'hydrogène gris à base de gaz naturel, en gros, ça coûte 1,5 à 2 euros du kilo. Okay, donc 2 euros le kilo voilà, d'hydrogène. Bon, et après, il faut même éventuellement un peu moins quand c'est des grosses capacités. 20 euros du mégawattheure en électrolyse rajoute 1 euro du kilo. Donc, quand vous voulez produire de l'hydrogène par électrolyse, si vous achetez votre électricité à 40 ou à 50 euros du mégawattheure, ce qui est déjà assez compétitif en France, vous êtes déjà à 2,5 euros du kilo avant d'avoir payé votre capital. Et chaque hausse de 20 euros du mégawattheure vous rajoute 1 euro. Donc aujourd'hui, ça, plus le fait que ces électrolyseurs sont encore petits, on n'a pas encore des très grosses tailles, on est plutôt à 6 euros du kilo aujourd'hui. Et donc il faut passer à 2. On ne dit pas qu'on ne sait pas faire. On pense qu'on peut faire, mais c'est là qu'arrive la question de Maxime. Et c'est vrai qu'au Maroc, c'est vrai qu'au Chili, c'est vrai qu'au Qatar, on sort des PPP d'achat de grandes centrales solaires à 15 euros du mégawattheure. Donc du coup, mon prix variable d'hydrogène sort sous 1 euro. Je rajoute mon coût du capital et je peux commencer à rêver de le sortir au Qatar ou au Chili à 2 euros du kilo. Mais après, il faut que je le ramène. Donc, il faut que je le liquéfie, il faut que je le mette dans des bateaux, il faut que je le transporte, etc. C'est possible, mais ça va prendre un peu de temps. Mais dans l'énergie du futur, il est probable que l'hydrogène sera un vecteur qui permettra de transporter cette énergie renouvelable en abondance dans ces pays du Sud vers les pays du Nord qui, eux, n'en ont pas. Et la question, c'est de construire toute la filière pour ça. Total, les Français, les Japonais ont construit la filière LNG dans les années 70. En fait, il s'agit de faire la même chose pour l'hydrogène. C'est ça l'enjeu. Mais ça va prendre un peu de temps. Ça. Monsieur le député, comment vous réagissez dans le plan que vous mentionnez tout à l'heure, qui était annoncé par le gouvernement? Il y a ces enjeux de souveraineté, d'indépendance énergétique. Est-ce que ça va servir du coup à aller financer des centrales photovoltaïques dans des pays plus ensoleillés que la France, ce plan? Non. L'objectif des 7 milliards, c'est véritablement de faire travailler l'industrie française. C'est de massifier, ça vient d'être évoqué par Pierre-Étienne, au sens que l'objectif c'est de tomber à 2 euros le kilo, en massifiant, avec un passage à l'échelle. Et c'est déjà engagé. Alors, il va falloir accélérer, c'est sûr. Ensuite, on sera même exportateur, au contraire. Il y a un rapport qui a été fait, que j'ai co-signé il y a 1 an, avec le Conseil du commerce extérieur, pour exporter notre savoir-faire, pour exporter l'hydrogène. Donc oui, on a même un vecteur d'exportation. Et pour les jeunes, il faut dire que c'est une véritable filière intéressante. On va créer 150 à 200 000 emplois. Et l'Europe, avec le Green Deal, le plan hydrogène de l'Europe, vu ces budgets qui sont engagés, devrait produire 250 à 500 milliards d'investissements. Vous voyez le challenge qui est énorme. Donc moi, j'encourage la jeunesse justement à aller dans cette voie. J'encourage l'enseignement et la recherche à créer des écoles. Et la semaine dernière, je me suis occupé justement de créer une antenne des arts et métiers sur l'hydrogène. Il faut véritablement, et ça on peut le mettre dans nos territoires également, parce que c'est la première fois qu'on a un nouveau concept une technologie de rupture qui va permettre d'irriguer le territoire, d'investir dans le territoire. Moi, j'habite à Bergerac. À Bergerac, je suis en train de monter un hub énergétique avec un électrolyseur, avec un champ solaire alimenté, quand il n'y aura pas de soleil, par le barrage qui est à côté, une centrale hydroélectrique, et on fera de l'hydrogène. Et derrière, pour imaginer le scénario, les collectivités sont d'accord pour mettre leur flotte captive à l'hydrogène, c'est-à-dire les utilitaires, les voitures du personnel, le département également est d'accord, le train hydrogène, je l'ai évoqué, les bus à hydrogène. Nous avons une société en France qui s'appelle Safra à Albi. Je viens d'en faire embaucher un jeune qui vient de se faire malheureusement licencier d'Airbus. Je l'ai envoyé chez Safra, il a été embauché aussitôt. Donc un exemple de transfert de travail, de compétences également, et c'est pour ça que j'encourage à créer des écoles dans ce sens. On retient votre message, la thématique de ce festival, de ces rencontres, c'est les nouveaux métiers, justement, des villes et des territoires. Et donc, on note bien des besoins de compétences. Énorme besoin d'ingénieurs dans ce domaine. D'accord, très bien.
Je voudrais, si vous êtes d'accord, qu'on se rapproche un peu de l'aval, des usages, de la consommation. Alors peut-être on va sortir un petit peu de l'hydrogène, et quand on regarde les sujets énergétiques, des énergies renouvelables, on a des sujets d'autoconsommation, de boucle locale, on a aussi des sujets d'efficacité énergétique. Alors c'est un secteur sur lequel aussi vous basez vos axes de décarbonation pour atteindre justement ces objectifs climatiques. Oui, dans les objectifs de neutralité carbone, la première chose, c'est de réduire avant de capter et de compenser. Donc réduire, et ça, c'est l'objet effectivement, dans ma direction, il y a comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réfléchit à la réduction et à l'efficacité énergétique. D'abord avec l'innovation. On a rebaptisé nos ventures d'ailleurs, Total Venture, Energy Venture, Total Carbon Neutrality Ventures. Donc, on regarde ce qui se passe dans le monde. On a des petites participations soit dans des batteries innovantes, autonomes Octillion, soit dans des techniques de captage également innovants avec Svante, ou d'utilisation du CO2 avec Solidia dans le ciment. On a plusieurs participations dans tout ce qui est mobilité, nouveaux modèles de mobilité douce et durable, nouveaux modèles de consommation de la mobilité dans les transports ou de la logistique, que ce soit d'ailleurs aux US ou en Chine. Donc, on a déjà l'innovation pour réduire en efficacité énergétique. On n'est pas au bout, on est au début de l'innovation. Deuxièmement, tout ce qui est réduction de la consommation, notamment donc la nôtre propre. On est un champ d'action. Moi, j'ai une équipe qui s'appelle le CO2 Fighter Squad qui se fait les dents sur la multitude de diversité. On a classé nos sites en 20 types de sites, des data centers, évidemment les gros puits, les raffinages, etc. Et qui met en place tout un catalogue, à la fois évidemment avec du solaire. On électrifie nos stations, nos raffineries, on capte la chaleur, donc on a un catalogue de solutions. Et après, évidemment, on va faire ça, on l'offre à nos clients. On a dans le groupe, on est dans ma direction, moi je suis présidente d'une entreprise qui s'appelle Greenflex, qui a 500 personnes sur le territoire français, avec des agences qui font ça tous les jours, c'est-à-dire de l'impact environnemental et de l'efficacité énergétique pour l'industrie. Donc, c'est leur boulot. Donc, qui accompagne les industriels dans la mise en place de dispositifs, soit solarisation, financement de cette transition énergétique, c'est très important, ils font beaucoup de financement de cette transition, ou mise en place du monitoring de la consommation énergétique avec des solutions numériques, des plateformes, l'IoT, pour piloter ça. Donc ça c'est essentiel. Avant de faire toute autre chose, réduire donc l'efficacité énergétique. Et puis après, ce qu'on n'a pas réussi, donc après mettre en place du mix énergétique, donc là on y est à fond, c'est-à-dire du renouvelable, du gaz moins carboné, de réduire notre production d'oil au nécessaire de demande, mais de moins en moins cher, c'est-à-dire qu'on n'ira plus forer des puits et de faire du pétrole là où c'est plus cher. Et après, ce qu'on n'a pas réussi à réduire, on le capte. Donc effectivement, on est à fond dans ce qu'on appelle le carbon capture, usage and storage, et tous les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie montrent qu'on n'arrivera pas au scénario 2 degrés sans faire du CCUS. Donc si on veut maintenir également un peu de captation du CO2. Oui, c'est du captage du CO2. C'est toute la chaîne, captage, transport, tant qu'on peut, usage, mais c'est encore petit. Donc, on travaille sur les usages, la réutilisation long terme du CO2, soit dans l'agroalimentaire, soit dans les ciments, donc soit dans toute autre chose. Innovation encore trop peu développée, soit dans d'autres choses. Et puis, ce qu'on n'a pas pu, le reste, liquéfaction et stockage. Et donc, on est aujourd'hui, il n'y a que 35 millions de tonnes stockées. Il y a 35 projets et très peu de millions de tonnes stockées dans le monde. Il faudra multiplier en 2030. Si on veut arriver au scénario 2 degrés, il faudra faire fois entre 5, 10, voire 20, et à 2050, fois 80. Donc, on est dans des échelles de captage du CO2, sinon on n'y arrivera pas. C'est pas donc ça, c'est une vraie. Alors évidemment, l'industrie pétrolière c'est de l'exploration-production à l'envers. Donc on est très sollicité pour ça. Et puis on est un gros consommateur propre de ce stockage, et ça y est, on a annoncé qu'on était dans le premier gros projet marchand européen qui s'appelle Northern Lights, qui est en Norvège. Sinon, 80% de ces sujets-là, c'est américain. Et les Américains, ils font du captage et ils renflouissent, mais pour améliorer la rentabilité de leur pétrole. Donc, c'est un peu différent, nous, notre politique. Donc, le captage. Et puis, les nature-based solutions. Donc,
Donc, solution régénérative, donc à partir de la nature. Et donc, on crée des crédits carbone et on stocke des crédits carbone en étant un des plus gros investisseurs. Alors, ça se sait pas beaucoup et on fait pas beaucoup de pub là-dessus, mais on va être un des plus gros investisseurs, notamment dans la forêt française. Donc, ça, j'ai engagé une équipe de forestiers. On investit plus de 100 millions de dollars par an. Au moins sur 10 ans, à la création, à la régénération de la forêt. Alors, bien sûr, on le fait également donc dans des chaînes de valeur. On le fait au Pérou, là où dans les grands bassins en Amazonie, on le fait en Afrique, on le fait un peu ailleurs aussi. Mais cette régénération et puis on est dans la Fondation Avril également. On a un certain nombre d'actions où de créer des crédits carbone, soit par de la déforestation évitée, soit de la reforestation. Voilà. Et puis donc voilà un petit peu le panel. Et bien sûr l'hydrogène pour nous c'est le petit dernier né en business unit, mais c'est pas nouveau pour Total, mais on a envie de s'impliquer beaucoup plus dans toute la chaîne de l'hydrogène. Voilà un peu nos actions. C'est le triptyque un peu éviter, réduire, compenser. Exactement. Cette chaîne-là. Mais compenser, on compense pas. Hein. On ne compense pas aujourd'hui. On ne compense pas. On réduit et on évite, on capte. On ne compense pas nos propres, sauf à la demande de nos clients, parce que surtout on fait très attention à ça. Donc on réduit notre scope 1, 2. Notre scope 3, on a dit qu'on allait vers la neutralité carbone en Europe, parce qu'en Europe, il y a une politique qui influe sur la demande de nos produits. Donc là, on est prêt à s'engager en Europe. Ailleurs dans le monde, on a dit qu'on réduisait l'intensité carbone de nos produits de 60%. L'intensité carbone, c'est la quantité de CO2 émise par nos clients sur le mix que l'on vend. Voilà. Merci pour ces éléments. Je vais faire peut-être pour dialoguer avec les gens qui nous suivent à distance quelques questions, peut-être une petite séquence, et justement qui porte sur ces sujets de demande, d'usage. Nicolas Planteau, par exemple, s'interroge sur, en termes de plutôt mobilité poids lourd et bus à hydrogène, c'est quoi les projections un peu d'usage sur ces sujets, monsieur le député? Mais ça va, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va commencer par les poids lourds. Effectivement. Enfin, le train, je l'ai évoqué avec Alstom. Les poids lourds, les semi-remorques frigo, les utilitaires. Alors, moi, je donne un signal aussi aux constructeurs de voitures légères. On est en retard en France. Il va falloir accélérer. Donc, je l'ai déjà dit dans plusieurs conférences, je le redis aujourd'hui. Nous sommes en retard par rapport aux Asiatiques parce que Toyota a des voitures Mirai qui fonctionnent déjà depuis 3 ans sur Paris comme taxi. Hyundai a mis la voiture Nexo qui fonctionne dans le monde entier. Donc, nous avons juste une Kangoo à hydrogène pour l'instant et un Master. Donc, c'est un peu court. Il va falloir quand même avancer sur ce sujet. J'ai encore tweeté ce matin sur ce chapitre en disant il serait urgent de faire un SUV français à hydrogène, quoi. Que ce soit Renault, Peugeot, Citroën, moi ça m'est égal, mais qu'ils en fassent un, parce qu'actuellement il n'est même pas en perspective. Donc voilà, donc je donne un signal à la filière voiture française. Et pour ce qui est des poids lourds, j'ai oublié les peines à ordures, c'est un sujet qui est déjà en fabrication, donc on sait faire. Et puis les bateaux, n'oublions pas les bateaux, et les avions, pour terminer, parce que il a été dit dans le plan de relance qu'on voulait l'Airbus à hydrogène en 2035. Donc c'est bientôt. Et il y a, alors pour mémoire, parce que là il faudrait de l'hydrogène liquide ou mix. Pour mémoire, il y a un premier avion à hydrogène qui a volé la semaine dernière en Angleterre. C'est un Piper Malibu qui a fait 20 minutes de vol à hydrogène. Donc c'est déjà un premier essai expérimental, mais il y en a d'autres qui ont déjà construit des avions hybrides qui seront ensuite transformés à l'hydrogène. Je vous laisse réagir, et comme ça me permet de compléter aussi la question par une question d'Oussine Hamdi qui dit c'est quoi le calendrier réaliste dans lequel on va voir que l'hydrogène a un impact sur la décarbonation dans le secteur aval? Bon, juste quelques chiffres sur ce qui se passe dans le monde, parce que quand on regarde les choses sous l'angle français, on a l'impression que c'est normal, on démute, mais c'est partout pareil. Il y a plus de 20 000 véhicules qui tournent à l'hydrogène aujourd'hui dans le monde. Il y en a à peu près un peu moins de 10 000 en Californie, parce que ce pays a instauré des règles extrêmement drastiques de quotas de véhicules zéro émission.
Et le gouverneur de Californie vient d'annoncer qu'en 2035, il n'y avait plus de voitures diesel ou essence. Hein. Executive Order, donc c'est la même mesure qu'Hidalgo, mais pour la Californie. Donc c'est un peu plus significatif. En Corée, vous avez 7-8 000 véhicules qui tournent, qui sont des Hyundai. Effectivement, Hyundai tourne à près de 10-12 000 véhicules an. Alors, ça peut paraître petit, mais c'est l'étape juste avant les grandes séries. Donc en fait, on est vraiment dans la mise en marché. Et au Japon, vous en avez 4-5 000 et Toyota lance une production de série de 30 000 ans à la fin de l'année. En Chine, qui a démarré sur le sujet il y a 3 ans, il y a plus de 6 000 bus et camions qui tournent. En Europe, on est à 150 camions et bus. Et on a commencé il y a 15 ans. Donc le sujet, c'est que on a la vision, on a l'ambition, on a une vision systémique, mais on ne va pas assez vite dans la mise en œuvre. Les Chinois ont compris, comme d'habitude, on regarde un peu ce qu'on fait, importent une partie des technologies et vont très très vite dans une logique de trial and error. Donc en fait, tant qu'on ne massifie pas les usages et qu'on n'a pas des technologies effectivement européennes, on n'aura pas, c'est pour répondre à la deuxième question, on n'aura pas d'effet significatif sur le CO2. Il faut des millions de véhicules pour qu'on commence à avoir un effet sur le CO2. Mais les technologies sont là, elles sont matures en termes d'usage, ça fonctionne très bien. On a, nous, effectivement, financé cette flotte de taxis. On est l'un des actionnaires minoritaires de cette flotte qui se développe, qui va s'élargir et qui démontre que dès que vous êtes sur des mobilités intensives, c'est-à-dire où vous tournez le plus possible dans la journée, sur des durées sur des kilométrages qui dépassent 400-500 km et que vous voulez transporter des choses un peu lourdes, la batterie ne suffit pas. Donc vous êtes obligé de passer à l'hydrogène. Et c'est comme par hasard ces formes de transport qui sont les plus émettrices. Donc on y arrive. Vous vouliez réagir ? Oui, non, je pense que ça nous ramène en fait la massification. On a parlé également de grands espaces lointains, mais ça nous ramène à la constitution de hubs locaux. Et là, je reprends mon ancienne casquette de directrice des investissements de la Caisse des dépôts, avec laquelle j'avais décidé d'ailleurs l'investissement avec Air Liquide dans Hype, cette première compagnie de taxi, et surtout dans 3 stations à hydrogène autour des aéroports. À la constitution de hubs, la massification peut se faire effectivement avec des grandes centrales Sub-Sahara pour faire baisser, ou elle peut se faire par et là je rejoins monsieur le député, donc c'est là que les collectivités locales ont un rôle à jouer, et c'était tout le rôle du local dans la mise en réseau d'acteurs sur un territoire qui ne se causent pas forcément ou pas assez, et donc faire un peu d'ingénierie territoriale parce qu'il y a des besoins, bien évidemment, autour de hubs, de ports, par exemple, d'aéroports, et puis les régions avoisinantes. On a un besoin, on peut massifier des besoins de l'industrie, des besoins en termes de chauffage, des besoins en termes de transport localement, des besoins divers et variés, des besoins en termes, effectivement, et puis ça rejoint également toute l'autoconsommation photovoltaïque locale, avec peut-être des besoins de stockage également, d'hydrogène. Et cette ingénierie locale, alors j'avais pas mal commencé à la Caisse des dépôts à faire ça, et on avait beaucoup boosté les investissements locaux. Greenfield, c'est des nouveaux projets avec un peu d'ingénierie, mettre les acteurs, voir où sont les transports, avec le transport de ce gaz, avec GRT, quels sont les bouts de gaz. Ça va pas commencer par des gros trucs qui arriveront de loin, ça va commencer par on voit ces ferments de massification locale, de densification des usages, en agglomérant un peu, en agrégeant de la demande locale, et suffisamment pour rendre rentable une production locale. Et donc, moi, je crois beaucoup à ça également. Et donc, on est aussi engagé, à l'inverse de ces grandes fermes photovoltaïques, on est aussi engagé, un peu sur le modèle de ce que décrivait Maxime, j'essaye de biberonner ça dans mes équipes, des petites équipes qui travaillent sur l'autoconsommation locale avec les collectivités locales. Nouveau pour Total, qui n'est pas très proche des collectivités locales, mais justement, j'essaie de l'embarquer là-dedans, parce qu'il y a énormément de demandes, notamment dans les pays où la régulation s'y prête, à cette autoconsommation de quartiers, éco-quartiers, puis qui grossit sur petits photovoltaïques, boucle locale d'énergie, soit en partenariat public-privé, soit en attirant des fonds également pour financer ça. Donc, il y a toute une ingénierie locale. Et donc, avec des systèmes intelligents numériques, Energy Management System de rebalance vers le réseau, voire même vers du stockage d'hydrogène. Voilà. Donc, on est en train de faire naître
Et je pense que c'est tout à fait dans la philosophie du pôle Léonard. On reviendra effectivement sur ces sujets territoriaux. Peut-être justement, on parlait d'autoconsommation. Pourquoi vos clients viennent vous voir sur les autoconsommations? Comment ça contribue à ce que décrivait Gabriel Gauthier, peut-être sur des sujets un peu plus locaux, implantés. Il y a des sujets aussi, je suppose, de transition énergétique et d'empreinte. On parlait des scopes 1, 2, 3 sur ces acteurs. Et peut-être pour poursuivre cette question, il y a des besoins d'accélération, de développement. C'est quoi les freins qui restent encore sur ces sujets? Ouais, donc nous, quand on va voir nos clients industriels, on se rend bien compte que le solaire, là, c'est dans l'air du temps. Ils s'y intéressent, ils savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Ils comprennent que dans le cadre de leur démarche RSE, ça peut être un moyen d'atteindre leurs objectifs, mais le cadre contractuel, juridique, entre l'injection, l'autoconsommation, ils savent pas trop, donc ils viennent chercher du conseil. Nous, on leur fait leur scénario solaire, c'est la première chose que l'on fait. On fait un diagnostic du site, on regarde leur consommation, et puis on va arbitrer, on va leur proposer différentes solutions. Et nous, bien sûr, on est capable de proposer l'autoconsommation, parce qu'on pense que c'est pertinent. On se rend compte qu'il y a un rapport à l'énergie qui évolue. La notion de circuit court, d'être acteur de sa production locale, c'est aussi quelque chose qui est recherché à travers l'autoconsommation. Et le dernier point, je dirais que c'est pour être vraiment acteur de la transition énergétique, lorsque l'on autoconsomme l'énergie qui est produite par la centrale, bien, on contribue activement à l'additivité de nouvelles capacités de renouvelables. C'est-à-dire, cette nouvelle centrale, elle existe parce que moi, monsieur l'industriel, je m'engage à consommer l'électricité. Et ça, c'est encore plus fort, et ça donnera sûrement lieu à des nouveaux types de certifications. Et donc, nous, notre rôle, c'est de simplifier l'accès à ces centrales en autoconsommation en offrant une offre qui inclut toutes les étapes du projet. Sur les freins, justement, pour développer ce... Oui, alors sur les freins, nous, on est persuadé que le tiers financement, c'est ce que vous disiez, c'est un moyen d'accélérer ce type de projet. Le plus simple pour un industriel aujourd'hui, c'est de faire appel à une société comme Sunmine, qui fait la conception, le financement, la construction et la maintenance. C'est vous qui portez le financement de l'installation. Voilà, c'est nous qui portons le financement, et après, on va avoir un contrat direct et unique avec notre client de mise à disposition ou bien de fourniture d'électricité. Et c'est là où il y a, en France, en tout cas, c'est pas vrai dans tous les pays, où il y a des freins réglementaires. En fait, aujourd'hui, en France, si on veut faire le schéma le plus simple, qui est de la vente d'électricité, moi, je vais devoir payer une taxe, je vais devoir facturer une taxe à mon client, qui est la TICFE, qui est une taxe qui sert à 70% à financer les énergies renouvelables. C'est grâce à cette taxe qu'on finance les tarifs de rachat. Et aujourd'hui, en fait, cette taxe, c'est presque un frein à l'essor de l'autoconsommation avec tiers-financement. Donc, c'est un peu Donc, c'est une taxe pour les renouvelables qui bloque le développement des renouvelables. En partie. Donc, on a des solutions contractuelles pour venir rester dans le périmètre de l'autoconsommation individuelle qui est réglementée. Mais ça complexifie les contrats, ça complexifie le financement. Il faut être beaucoup plus pédagogique avec nos clients pour expliquer le contexte réglementaire en détail pour avoir son accord pour s'engager sur le long terme. Donc, ça, aujourd'hui, c'est un des freins que l'on a identifié. Je sens que justement, ces frais, on est amené à les faire sauter, puisque cette semaine même, dans l'hémicycle, on est en train de voter des lois de simplification administrative, la loi ESAP. J'étais encore hier soir, j'étais ce matin. Donc, on fait sauter pas mal de taxes dans ce sujet simplification. On va peut-être en créer d'autres, mais différentes, pour justement aller dans le sens du projet. Oui, c'est l'objectif. C'est si on veut que les consommateurs, voire les industriels, aillent vers le renouvelable, il faut les encourager dans ce sens. Il n'y a pas que les aides, il n'y a pas que les investissements, il y a également l'orientation de la consommation et les industriels. Les pétroliers, justement, j'en dis un mot. Ils sont en train de voir arriver l'orage, parce que j'ai regardé les comptes des grands pétroliers du monde, Epson, Repsol, BP, ils ont provisionné 15 à 20 milliards d'euros dans les comptes de l'année dernière. Ça veut dire qu'ils craignent ce qu'on appelle les actifs échoués, et ils sont en train d'évoluer dans le bon sens. Justement, gardez le micro. Je voulais peut-être vous faire rebondir, monsieur le député, sur les propos de Gabriel Gauthier. On voit qu'il y a des logiques très territoriales, de relations d'acteurs, de coopération entre les acteurs industriels, entre les acteurs publics. Comment vous voyez ça sur les sujets des énergies renouvelables, mais aussi sur le sujet de l'hydrogène? C'est les bons schémas, c'est ce vers quoi... C'est comme ça qu'on va débloquer l'accélération et le développement de ce type de... À différents niveaux, effectivement, ce sujet est intéressant par rapport au territoire. Et dans le schéma de
du maillage de l'hydrogène, comme ça a été évoqué tout à l'heure, les régions vont avoir un rôle à jouer. Les régions ont compris d'abord l'intérêt politique, l'intérêt politique de verdir leur image, mais en même temps d'investir dans les territoires, et on compte justement sur ces régions, sur les départements pour aider à la mutation industrielle et à la mutation de la consommation dans nos départements. Vous voulez peut-être réagir de votre côté? Non, mais moi j'en suis convaincue et en fait on l'a fait. Hein, donc à la Caisse des dépôts, effectivement, on a réussi à monter des projets. Ce que faisait la Caisse, je ne vais pas faire de la pub, avec les régions, c'est qu'elle cofinançait les études d'ingénierie amont. Souvent, des projets ne naissent pas parce qu'il n'y a pas d'ingénierie amont qui fait prendre la mayonnaise, qui analyse justement la demande d'un territoire, ce qu'il faudrait faire, où sont les réseaux de transport, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, si Maxime fait de l'autoconsommation collective, il est peut-être intéressant de regarder s'il y a des bornes électriques aux alentours dans la collectivité. Donc la collectivité arrive à rassembler souvent l'ensemble d'acteurs. C'est pas seulement de l'autoconsommation collective d'un acteur, c'est de multiples acteurs, y compris d'acteurs publics. Tous les bâtiments d'une collectivité locale elle-même, des hôpitaux, des choses. Donc les besoins publics en énergie renouvelable peuvent densifier et massifier à un moment donné la demande locale. C'est comme ça qu'on a fait dans les télécoms également. Donc massifier pour faire massifier les besoins publics d'un territoire qui sont souvent un tiers des besoins d'un territoire, hein, ou la mise en place de bornes électriques qui peuvent jouer également un rôle de batterie. C'est pas seulement la consommation électrique, c'est vraiment du stockage les voitures. Hein, donc la batterie, voilà. Donc et mettre autour de la table l'ensemble de ces acteurs pour faire émerger et rendre bancable, y compris soit par de l'argent public qui s'investit et qui c'est pas de la simple subvention. Moi, j'ai beaucoup milité pour que les régions fassent de l'investissement, pas seulement de la sub, parce que l'argent public est rare et cher, et donc il faut le minimiser, aux côtés de l'argent privé. Et donc, dans des sociétés, parfois, d'économie mixte, ou des choses comme ça. Donc, les CEMOP, par exemple, pourquoi pas envisager des CEMOP autour de l'hydrogène parce que les acteurs privés peuvent pas toujours. Ça rejoint ces réflexions sur le tiers financement. C'est sur quoi j'ai travaillé pendant mes 4 ans à la Caisse des dépôts et on a multiplié par 4 l'investissement Greenfield. Hein. On est passé à 7 milliards de projets qui naissaient du territoire national financé où la Caisse mettait 1 milliard avec un effet de levier. Les acteurs privés, Engie, Vinci, j'ai énormément travaillé avec Vinci, avec toutes les branches de votre groupe, Bouygues, etc., pour faire naître ces projets en PPP et faire effet de levier sur l'argent public. Que ce soit pas de la simple sub, mais que ça augmente l'effet de levier. Et donc, et la Caisse elle-même, elle est passée en 4 ans de 250 millions à 1 milliard. J'investissais 1 milliard, 1 milliard par an dans des projets Greenfield de ce type-là. Dans tous les domaines, hein, transport, on a cité la Smart City, c'était hype, mais les réseaux d'énergie renouvelable, la fibre optique dans les campagnes, etc., etc. C'était tout l'immobilier, le plan de relance sur le tourisme, etc., etc. Mais souvent, c'est des projets territoriaux globaux, donc qui cassent les silos entre les réseaux d'énergie, les réseaux de transport. Ça doit être vu comme un tout. Et qui mieux que de l'ingénierie locale ou une région ou une collectivité pour faire ça. Bonne approche par les territoires. Je vous propose de passer à la séance des questions-réponses. Alors, s'il y a des questions dans l'assistance, vous pouvez descendre au micro le temps que la personne descend. Peut-être que je reprends une question qui a été posée dans le chat. On parle de plan de relance sur l'hydrogène en Allemagne, en France. Et notre internaute se pose la question, est-ce que du coup c'est pas l'horizon quand on parle de ce développement d'hydrogène stratégique, c'est pas les sujets de type Airbus de l'hydrogène? Est-ce que la posture, on va dire, de leadership mondial qui est un peu recherchée, elle n'est pas à chercher justement dans une collaboration plus forte entre la France et l'Allemagne? Alors, monsieur le député, Pierre-Étienne également, Franck. Évidemment, le plan européen va nous permettre de nous appuyer sur la stratégie de l'Alliance européenne de l'hydrogène, mais on a véritablement un accord franco-allemand qui est déjà en cours. La semaine dernière, Bruno Le Maire était justement en Allemagne à ce sujet. Donc, comme les Allemands ont pris à peu près le même budget que nous, on va travailler de concert
Et effectivement, la France et l'Allemagne vont servir de modèle en la matière concernant le développement de la filière hydrogène. Et je dirais même que les banques européennes qui sont derrière vont dans ce sens. La BEI, par exemple, a arrêté tout financement d'énergie fossile depuis le mois de novembre. Ce qui veut dire qu'ils ont porté leur action sur tout le financement des énergies renouvelables et de l'hydrogène. Donc voilà, il y a un vrai, on compte beaucoup justement sur cet accord franco-allemand pour aller encore plus vite. Donc, accord politique côté industriel. Je confirme que la dynamique franco-allemande était ce qui manquait à l'essor du secteur en Europe, parce que la France était pour l'instant en retrait. Donc la volonté française d'avancer et effectivement le dialogue entre les deux pays est essentiel, puisqu'il y a déjà beaucoup de coopération franco-allemande, à commencer par celle qu'on a ensemble avec Total et nos confrères allemands de Linde. Bon, Shell n'est pas allemand, mais il n'est pas très loin, et aussi Daimler pour faire un réseau de stations en Allemagne. Ça, c'est un bon exemple. On essaie de voir si on peut construire ensemble des fonds d'infrastructure avec Total, d'autres acteurs et des Allemands. Et c'est sûr que si le tandem franco-allemand, si on y rajoute les Pays-Bas qui sont extrêmement moteurs, l'Europe ira assez vite. Alors l'Airbus, le projet d'avion hydrogène, je pense, est un projet fondamental pour Airbus, parce que c'est un projet qui redonne une sorte de perspective dans un moment assez difficile, et dans un moment qui va rester durablement difficile tant que l'aéronautique n'a pas trouvé de solution à ses émissions. Et donc, il est fédérateur, il va déclencher beaucoup de développement technologique, parce que même si c'est possible, c'est quand même technologiquement pas acquis. Et donc, grâce à ça, on va au bout on pose la dernière pierre du domino ou du puzzle des transports à l'hydrogène, et on accompagne aussi le développement de la filière liquide, qui est très importante pour beaucoup de systèmes de distribution d'hydrogène. C'est l'hydrogène liquide qui va se stocker dans les bateaux, dans les avions, et qui est un outil de transport beaucoup plus dense que l'hydrogène sous forme gazeuse pour ramener des quantités importantes de produits dans des stations de distribution. Donc, à ce titre-là, ce qui se passe dans l'aéronautique est tout à fait fondamental. Effet de traction du coup de ce secteur. Une question du coup. Allô? Oui, merci beaucoup pour vos interventions, c'est très très riche. Moi j'ai une question certainement de novice par rapport à la production d'hydrogène, notamment sur la gestion des ressources et des déchets liés à la production d'hydrogène. Donc Maxime insistait sur le fait que donc il faut de l'énergie verte et du coup là on en produit à faible prix, c'est plutôt dans les pays ensoleillés. Il faut également de l'eau et généralement dans ces pays ensoleillés l'eau est sous tension. Donc je voulais savoir est-ce que c'était une problématique ou pas. Et puis à la sortie de la chaîne, il me semble que ça produit également du dioxygène. Et donc qu'est-ce qu'on faisait de ce dioxygène? On s'en occupe de l'oxygène. Rien liquide est là. Donc, penchant sur la ressource en eau, monsieur le député. Pour ce qui est de l'eau, je pense qu'on a la solution technique, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'eau de mer. Donc là-dessus, le projet LIFE justement que j'ai évoqué tout à l'heure le fait. Vous avez un bateau qui s'appelle Energy Observer qui fait le tour du monde actuellement à partir d'eau de mer, de solaire, d'un peu d'éolien et en autonomie complète. Voilà, donc c'est pas le sujet. D'autant plus on rejette de l'eau, parce que si par exemple un train utilise de l'hydrogène, il rejette de l'eau qu'on peut très bien récupérer. Le CO2, on travaille aussi sur la capture pour la transformation du CO2 en hydrogène. C'est possible aussi. Au niveau des chercheurs, on travaille à la transformation du gaz carbonique en hydrogène. On a aussi la solution de récupérer de l'hydrogène fatal qui est rejeté par certaines industries. J'en ai une à Bordeaux en l'occurrence, et c'est Hydrogène de France qui va travailler dessus pour récupérer cet hydrogène qui s'évapore. Voilà. Et après, au niveau démantèlement, c'est encore le moindre mal. Il y a toujours du matériel à démanteler un jour ou l'autre. Mais par rapport à la batterie, il n'y a pas photo. Une batterie, c'est très compliqué à démanteler, surtout quand on va faire des batteries pour camions qui ont pesé 2 ou 3 tonnes. Je vois pas très bien comment on va faire. D'autant plus que pour l'instant, on les importe de Chine, dont le bilan carbone est catastrophique. Même si demain on fait l'Airbus de la batterie, comme c'est déjà programmé et démarré, l'hydrogène a beaucoup moins de déchets, c'est-à-dire que il y a juste une pile à combustible qui est beaucoup moins conséquente que la batterie. Donc voilà pour ce qui est, c'est quasiment une économie circulaire. On part de l'eau et on rejette de l'eau.
Quelqu'un voulait réagir? Non, je pense que l'oxygène, effectivement, est un byproduct de l'électrolyse. Et donc, quand on est sur des petites tailles, en général, il est rejeté. Mais quand on sera sur des très grosses tailles d'électrolyseurs, c'est évidemment un produit qui a une valeur d'usage. Nous, notre métier, c'est de le récupérer, de le valoriser. Il y a peut-être d'autres gens qui voudront le faire aussi. Ça va pas changer significativement les économies, mais en tout cas, ça permet de ne pas le perdre. Et puis sur l'eau, bien sûr, ça consomme plus d'eau que de casser une molécule de gaz naturel. Mais si je devais rajouter les unités de captage de CO2 en aval du cycle au gaz naturel, là, j'ai besoin de pas mal d'eau. Donc à l'arrivée, le bilan en termes d'eau est pas tellement différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Et bien sûr, j'en récupère. Le cycle de l'eau est partiellement maintenu puisque je régénère de l'eau quand je fais de l'électricité avec mon hydrogène. D'autres questions dans la salle? Monsieur, le temps que vous arriviez, j'en prends une justement sur ces logiques de cycle de vie. C'est une question sur le photovoltaïque. C'est souvent l'une des critiques sur les panneaux, pas produits localement, difficile à renouveler, à recycler. Vous intégrez tout ça ou c'est encore quelque chose dont on parle pas trop? Non, justement, faut en parler. Il y a déjà un sujet qui revient souvent, c'est la présence de terres rares dans les modules photovoltaïques. Et ça, par exemple, c'est terres rares. Aujourd'hui, quand on regarde les modules monocristallins et polycristallins faits à partir de silicium, qui représentent 95% du marché solaire, il n'y a pas de terres rares dedans. Donc ça, par exemple, c'est une fausse croyance. Il n'y a pas de terres rares dans 95% des modules. Le deuxième sujet, c'est le recyclage. Est-ce qu'on peut recycler des modules PV? Les modules PV, donc à base de silicium, se recyclent. Il y a même, quand on achète un module, on contribue à PV Cycle, qui a créé des usines de recyclage. Il y en a une en France. Et on peut revaloriser ils atteignent un taux de recyclage de 96% des modules. Et enfin, le dernier point, c'est le bilan carbone. Le bilan carbone. Une fois que le module est installé sur site, en effet, il va produire pendant 30 ans sans émettre de CO2. Par contre, il a bien fallu le produire, ce module, et l'amener sur site. Et ça a besoin de carbone parce que ce silicium, il faut le produire. Pour le produire, il faut le purifier, donc le porter à très haute température. C'est un processus qui nécessite de l'énergie. Mais aujourd'hui, si on regarde le bilan carbone, il y a un papier, il y a un avis de l'ADEME d'ailleurs à ce sujet. En France, en moyenne, un kilowattheure solaire a nécessité 56 grammes de CO2 pour être produit. Là où notre mix énergétique est à 80, et en France, on a un mix énergétique très peu carboné. Si on regarde à l'échelle mondiale, l'ordre de grandeur, c'est plutôt 400 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité produit. Donc, le solaire contribue à la décarbonation de la production d'électricité. Du coup, on a appris plein de choses sur les panneaux photovoltaïques. Monsieur, une question. Bonjour, Gauthier Mangelot, merci beaucoup pour toutes vos contributions. J'ai une question d'ordre de grandeur sur l'hydrogène vert qu'il va falloir produire. Aujourd'hui, vous dites que 96% à peu près, c'est de l'hydrogène gris. En France, c'est à peu près, je crois, 1 million de tonnes. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il va falloir produire quand vous parlez de massification dans les prochaines années, 2030, 2050, pour pouvoir desservir toutes les applications en aval, mobilité, industrie, etc. Et je voudrais comprendre à peu près de quoi on parle. Donc, il y a beaucoup de débats là-dessus, puis ça dépend à quel niveau on se met. Mais en gros, il faut doubler la capacité électrique mondiale. Voilà. Donc, les besoins électriques vont doubler. Ça. Si vous voulez que la moitié de votre hydrogène, parce qu'on fait l'hypothèse qu'on aura quand même de l'hydrogène encore carboné, puis qu'on va le décarboner avec du carbone capture. Mais si on dit que la moitié, je rembobine. On a fait une étude globale sur la perspective de l'hydrogène dans le monde pour régler les problèmes de transition énergétique. On a estimé que l'hydrogène pouvait représenter 18% de la demande finale d'énergie. Ça, c'est le Conseil de l'hydrogène qui l'a fait il y a quelques années. Ça a été relativement suivi par tout un tas d'autres études depuis. Maintenant, si ce 18% qui représente, je sais plus, 700 millions de tonnes, donc 10 fois la capacité actuelle, si 50% de cette production était faite à base d'énergie renouvelable, donc à base d'électrolyse, en gros, il faudrait 21 000 TWh d'électricité, donc en gros, doubler la production actuelle d'électricité mondiale. Ce qui n'est pas incompatible avec la perspective de toutes les grandes agences qui regardent l'évolution du mix énergétique, puisque toutes les hypothèses sont entre un doublement et un triplement de la part de l'électricité dans le mix. Aujourd'hui, l'électricité, c'est 20% du mix énergétique mondial. Et l'idée, c'est que ça passe entre 40 et 60%, parce que sinon, on n'a pas de renouvelable. Et une grosse partie, effectivement, devra être utilisée pour faire de l'hydrogène et pour décarboner le secteur aval. Donc, les enjeux deviendront significatifs. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas encore là.
Et sur ce, moi, je vais être obligé de vous laisser. Oui, et de toute façon, on va terminer, à moins qu'il y ait une dernière question. Mais je voulais... alors, une dernière question très rapide, réponse très rapide, comme ça laisse à nos intervenants le temps de terminer. Et, Bonjour, je voulais savoir si dans l'approche analytique et stratégique, surtout, il y avait la considération des secteurs les plus lourds aujourd'hui dans l'impact négatif. Et du coup, est-ce que vous investissez, enfin, en termes de démarche, de moyens, etc., comme vous l'avez signalé, Madame, tout à l'heure, dans des secteurs qui sont les secteurs clés, comme celui en particulier de la grosse industrie, comme celui aussi de l'automobile. Donc moi, j'ai eu une expérience chez Valeo et ça fait déjà 30 ans que la voiture électrique existe. Pourtant, elle a mis beaucoup de temps à sortir. Donc aujourd'hui, comment on passe le cap et comment on sort de cet écueil qui est de dire aujourd'hui, pour changer les choses, il faut qu'on passe par l'électrique, ce qui est à mon avis la plus mauvaise stratégie. C'est ce qu'on a essayé de faire de nouveau. On a fait cette étude globale entre tous les grands acteurs de l'industrie qui est d'essayer d'estimer quelle est la roadmap des coûts de revient de toutes les applications d'hydrogène en les classant par rapport dans leur capacité à être compétitives le plus rapidement possible par rapport aux solutions existantes. Et c'est sur ces bases-là qu'on dit aujourd'hui et qu'on discute avec les gouvernements sur le fait que il y a des secteurs qu'on ne peut pas décarboner autrement qu'avec de l'hydrogène, par exemple les hauts fourneaux de la sidérurgie. Il y a des secteurs pour lesquels on aura besoin d'hybridation, d'autres ce sera que l'hydrogène comme les transports lourds, les camions, et on va essayer maintenant de focaliser les politiques publiques pour qu'elles aident à décarboner d'abord ces secteurs le plus vite possible, parce que c'est des secteurs qui sont très impactants et parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et maintenant, toute la difficulté, c'est de mettre ça en musique, évidemment. Mais écoutez, l'histoire est en train de s'écrire sur ce sujet. Je ne doute pas qu'on aura l'occasion de reparler de ces sujets hydrogène. Je voulais vous remercier tous les quatre pour vos interventions, ces éclairages sur ces sujets du renouvelable et de l'hydrogène en particulier. Je vous remercie à vous ici présents et à ceux qui nous ont suivis et posé des questions à distance lors de cet événement. On se retrouve pour le prochain événement demain matin et on parlera de sujets sur les données en ville et le double numérique des citadins. Haute transition, autre enjeu, plutôt ce coup-ci digital. Je vous remercie pour votre présence ici et à distance et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.